Et donc, on va débuter donc notre quatrième et dernière session d'échange de la journée. Donc sur ce sujet, donc les nouveaux lieux de soins, d'innovation et de recherche. C'est de voir avec vous. Donc, vous êtes tous les représentants de nouveaux lieux qui sont en développement ou qui viennent d'être créés. Donc, vous représentez à la fois des grands projets, vous êtes aussi des lieux où vont se développer, où se développent de nouveaux grands projets. Donc peut-être qu'on va donner... Pascal, tu voulais rajouter quelque chose, mais je pensais qu'on pouvait peut-être commencer notre discussion avec Marianne Perros-Saucine, qui est donc la directrice exécutive de l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant, de l'Institut de l'enfant, du cerveau de l'enfant de Robert Debré. Je ne sais pas dans quel sens, c'est mieux. Et de nous présenter donc l'Institut du cerveau de l'enfant, comment l'idée est née, comment ça se développe, en quelques minutes. Et puis après, on donnera la parole aux autres et puis on aura un temps d'échange. Je peux rajouter que quand on a constitué notre programme, on avait très envie de réfléchir après, enfin vous avez vu la structure de notre journée, on avait très envie de réfléchir avec ce que dit Victoire, c'est-à-dire ces nouveaux lieux, et notamment de découvrir 2 projets qui nous avaient été rapportés, que l'on avait connus, mais enfin dont on ne connaissait pas évidemment les détails. C'est le vôtre, Monsieur Hagenmüller, ce grand projet de l'hôpital Paris-Nord, qui a beaucoup fait parler de lui, et qui aujourd'hui est quand même bien parti. Enfin, après, vous allez nous donner les détails. Et puis, on en avait entendu parler plus récemment. C'est le Robert Debré et cet institut du cerveau de l'enfant que l'on a trouvé très original. Vous nous direz pourquoi, parce qu'il y a du soin, il y a de l'accompagnement, enfin, il y a plein de choses, donc on est content de vous avoir. Le Cancer Cluster, on en avait également entendu parler il y a très longtemps, notamment par notre ami qui vous a précédé, par Fabrice André, effectivement, et par d'autres. Et là, donc, on voit bien qu'il y a une sorte d'émulation et vraiment d'idées importantes de développement. Madame Flinois, on a voulu vous avoir parce que votre agence, effectivement, est importante pour, disons, transférer toutes ces nouvelles innovations, etc., et les faire connaître aussi, mais aussi travailler sur les procédures ou les processus. Et Franck, on a trouvé que c'était important qu'il soit là, à la fois parce qu'il est libéral, médecin libéral, qu'il est le patron d'un des principaux syndicats de médecins libéraux, mais il est également très actif dans une très grosse clinique de Reims. Et je crois qu'à ces 2 titres, il faut aussi parler de l'innovation, là où elle se crée, mais comment elle se diffuse. C'était un peu la logique que je voulais rappeler de notre affaire. Et donc, Marianne Perros-Saucine, on vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci à l'UCDM de me donner cette occasion, de parler de l'Institut. Donc, l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant, c'est un institut de recherche, de soins et d'innovation et de formation. C'est un institut tout jeune, puisqu'il a été annoncé par le président de la République en septembre 2021 dans le cadre des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. C'était une des mesures des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. En créant cet institut, porté par 5 institutions prestigieuses, que sont la PHP, l'Université Paris-Cité, l'INSERM, l'Institut Pasteur et le CEA, avec l'idée de rassembler dans un même lieu des médecins, des chercheurs, des start-up, des partenaires privés, des représentants des enfants et des familles, autour d'un objet commun que sont le développement cognitif de l'enfant, les troubles du neurodéveloppement, donc les TSA, les 10, la déficience intellectuelle, le TDAH, plus largement la santé mentale, et les difficultés d'apprentissage. Et c'est important de voir, ces 2 thèmes sont importants parce que il s'agit de répondre à un enjeu de santé publique vraiment important et majeur, puisque les statistiques sont assez défavorables, malheureusement, pour nos enfants. Un enfant sur 6 a un trouble du neurodéveloppement, un enfant sur 5 a des difficultés d'apprentissage, et un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté.
Et c'est particulièrement important puisque cet institut qui se situe sur l'hôpital Robert Debré est dans une zone de vulnérabilité sociale particulièrement importante. C'est un institut donc jeune et c'est un institut relativement innovant parce qu'il traite déjà de pathologies ou de difficultés courantes. On n'est pas sur des maladies rares, on est vraiment sur des prévalences très importantes. On est innovant dans le sens où on rassemble des enjeux de santé et d'éducation à la fois. On s'intéresse à l'enfant qui soit à l'hôpital, chez lui, à l'école. Et c'est souvent la santé et l'éducation sont souvent très cloisonnées. Et on parle beaucoup de décloisonnement, mais là, véritablement, il y a une volonté de mettre un ensemble d'avoir un ensemble de disciplines rassemblées autour d'un sujet de santé publique. Donc ça va de la biologie cellulaire, la génétique, la pédopsychiatrie, la neurologie, les sciences cognitives, les sciences humaines et sociales. Et vraiment, c'est le croisement de ces expertises qui est assez innovant. C'est aussi assez innovant d'amener l'excellence là où les besoins des populations sont les plus importants. Le nord-est de Paris, la Seine-Saint-Denis, sont forcément des populations très touchées. Et souvent, l'excellence est plutôt au centre de Paris. Et donc, on est vraiment dans cette idée de rassembler toutes ces expertises et tous ces professionnels autour de ces troubles. Les missions, c'est comprendre le cerveau en développement chez l'enfant typique ou atypique, comprendre les apprentissages, soigner et faciliter les filières, les parcours de soins et l'accès aux soins, et puis innover et transformer les trajectoires développementales chez l'enfant, essayer de prévenir en repérant précocement, en utilisant des modèles prédictifs pour essayer d'identifier des évolutions probables et essayer de corriger très tôt. Donc on est vraiment très tourné sur la prévention, le repérage précoce. Cet institut, il va s'incarner dans un bâtiment. Il existe déjà, c'est un institut hors les murs, avec une trentaine d'équipes qui sont dispersées sur le territoire, beaucoup sur l'Île-de-France pour l'instant, mais on a vocation évidemment à être sur l'ensemble du territoire. Donc c'est cet institut hors les murs qui existe d'ores et déjà, et à partir de 2027, les équipes, ou en tout cas certaines d'entre elles, seront rassemblées physiquement dans un bâtiment de 12 000 m² sur 5 niveaux, avec du soin, des hospitalisations de jour, des consultations autour des spécialités autour de ces troubles, de la recherche clinique, de la recherche fondamentale, des start-up, et puis des espaces, évidemment, pour les représentants des enfants et des familles. C'est un bâtiment qui a à la fois son identité propre, parce que c'est un institut qui a une marque forte, et en même temps qui est dans le prolongement de l'hôpital Robert Debré, puisque beaucoup de patients, d'enfants, le gros flux d'enfants viendront de l'hôpital Robert Debré. Et l'architecte qui a été retenu, c'est le cabinet AIA, qui a été retenu il y a maintenant 2 ans. Donc le projet avance. C'est encore un peu en construction. On n'a pas encore de grandes réalisations. Évidemment, toutes les équipes travaillaient avant et donc produisent déjà des choses, mais on n'a pas encore des grandes découvertes de l'IHU. C'est un projet complexe, mais on a une grande chance de conduire ce projet. On bénéficie de financement de l'État, notamment pour le bâtiment à hauteur de 40 millions d'euros. Et puis, on a été reconnu Institut hospitalo-universitaire, qui est un label France 2030, qui nous a permis de disposer aussi de 20 millions d'euros sur 10 ans. Donc, on a beaucoup de chance. Et voilà, maintenant, il faut être au rendez-vous, puisque ça soulève beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'attentes, et il faut être au rendez-vous. Une question complémentaire, donc c'est encore en développement, mais est-ce qu'il y a des modèles similaires ailleurs dans le monde, peut-être en Europe, qui existent déjà depuis plus longtemps, dont vous êtes inspirés et qui peuvent... Alors, il y a des
grand centre, évidemment, d'expertise autour des troubles du neurodéveloppement. Il y a beaucoup de centres dans le nord de l'Europe. Il y a le King's College à Londres. Il y a un institut à Barcelone. Évidemment, aux États-Unis, il y a Boston. Donc, beaucoup d'établissements de renom existent. Après, ils n'ont pas forcément cette valence santé et éducation. Vraiment, l'importance des sciences cognitives dans le projet et de la directrice de l'Institut, qui est Ghislaine Dehaene, de Neurospin au CEA, marque une spécificité forte à ce projet. Et on a un modèle avec qui on commence à travailler, qui est le Child Mind Institute à New York, qui a véritablement cette ambition d'être à la fois sur ces enjeux de santé et d'éducation. Vous avez cité les parrains, ou enfin les promoteurs, c'est-à-dire donc la PHP, ça on comprend, l'INRIA. Recitez-les et dites-nous surtout pourquoi eux. Comment est né ce projet ? Vous nous avez dit, la décision du président de la République, mais enfin avant, il a dû y avoir quand même quelques idées qui sous-tendaient ces décisions. Enfin, donnez-nous un peu l'importance du projet. Enfin, tout le monde connaît Robert Debré, mais enfin, on ne doute pas que c'est important. Et puis l'enfant, c'est jusqu'à quel âge ? Alors, pour partir c'est parti de Robert Debré, véritablement, où il y a le service de Richard Delorme, qui est chef de service de pédopsychiatrie à Robert Debré, puis Stéphane Auvin, le chef de service de neurologie, où il y a sur les troubles du neurodéveloppement vraiment une expertise très forte. C'est un centre d'excellence parmi les 5 en France. C'est le centre d'excellence sur l'autisme pour l'Île-de-France, avec un hôpital qui est aussi, de par la population qui fréquente cet hôpital, à peu près 50% de l'activité qui est liée plus ou moins aux troubles du neurodéveloppement, directement ou indirectement. Et donc, il y a une forte valence initiale à ce projet. Il y a aussi une grande unité qui est dirigée par Pierre Gressens autour de ces sujets-là, une unité autour de 150 personnes qui est une unité INSERM Université. Et se sont associés 2 grands chercheurs éminents, Thomas Bourgeron, qui est généticien de l'autisme et qui a été le premier à découvrir le premier gène de l'autisme en 2003, de Pasteur, avec qui Richard Delorme travaille beaucoup, et puis Ghislaine Dehaene, que Richard Delorme a, pour la petite histoire, rencontré lors de la commission des 1000 jours qui avait été mise en place par le secrétaire d'État de l'époque, Adrien Taquet, et où ils se sont dit il faut faire quelque chose pour l'enfant en général et allions nos forces. Et Ghislaine Dehaene est du CEA. Donc c'est un peu cette histoire-là qui font qu'il y a ces 5 institutions porteuses. C'est finalement une histoire d'hommes et avec des équipes. Et avec des équipes derrière, il y a aussi d'autres équipes, d'autres institutions. Il y a évidemment le CNRS qui est très, très présent dans les équipes, mais les fondateurs véritablement, c'est l'AP, l'université. Nous avions reçu Adrien Taquet dans les mêmes lieux l'année dernière, ici, pour nous parler de ces projets. Il nous a beaucoup soutenus. D'accord. Et alors, physiquement, comment ça se passe où ? Parce qu'il me semble que Robert Debré, l'espace n'est pas très vaste aussi. Alors, effectivement, il n'y a plus beaucoup d'espace sur l'enceinte de Robert Debré. Il y a une parcelle qui existe, qui est actuellement le parking du personnel médical, qui est en bordure du périphérique, qui sera en lien avec le bâtiment existant. Une passerelle pour les équipes de recherche entre les équipes de recherche de Robert Debré dont je parlais et le plateau de recherche du nouveau bâtiment. Et puis aussi, évidemment, un parcours pour les enfants venant de l'hôpital directement dans le nouveau bâtiment. Donc cette enceinte, c'est à la fois, comme je disais, un bâtiment qui va s'intégrer parfaitement au bâtiment existant. Mais on a choisi, en choisissant Aya, avec un bâtiment qui est aussi à la fois relativement homogène avec ce qui existe, mais qui a aussi une identité forte. Merci. Je pense qu'on aura d'autres questions générales auxquelles vous pourrez tous répondre après. On va peut-être donner la parole à Jean-Baptiste Hagenmüller qui va nous présenter, lui, donc, le projet de l'hôpital Grand Paris Nord.
Alors, je crois qu'il y avait quelques slides que vous aviez préparés. Vous m'aviez demandé des images. Voilà. On vous a demandé des images parce qu'on en a beaucoup entendu parler, mais on a envie de le voir. En fait, on n'en a jamais vu. Alors, du coup, je vais rebondir sur cette phrase. On en a beaucoup entendu parler. Et nous, on trouve qu'on en a entendu parler à mauvais escient, puisqu'on a beaucoup parlé du contentieux et de débats infinis et répétés. Et qu'aujourd'hui, donc, je vous remercie d'inviter la PHP pour venir parler de ça, parce qu'on vient de tourner une page. C'est que, enfin, la justice administrative nous a donné raison, à savoir que ce projet est bien d'utilité publique. Et c'est la Cour administrative d'appel qui a rendu cette décision le 29 juillet dernier. Et donc, pour nous, on ouvre un nouveau temps d'expression, c'est qu'on peut parler du projet et plus des débats infinis qu'on a eu avant. Voilà, donc quand on a discuté un peu sur cette intervention, l'idée c'est de sortir quelques mots-clés illustrés par des images. C'est quoi construire un très gros CHU aujourd'hui pour demain, et avec une contrainte sur laquelle je reviendrai en conclusion, qui est avec une gestion du temps, alors qui fait presque à la table ronde précédente où il fallait aller très très vite. Et nous, en fait, c'est vraiment une course de fond. Et donc, comment, dans une course de fond, quand on arrive au bout du truc, qu'on livre l'objet, il est encore utile à ce qui se passe à ce moment-là, non pas à ce qui a été pensé 20 ans avant. Alors, la première idée clé, c'est spécifique de ce projet-là. C'est que ce n'est pas un hôpital, c'est une pièce d'un campus hospitalo-universitaire, et c'est la première fois qu'on le fait de novo en Île-de-France et dans le cadre de l'assistance publique. On a fait plein de projets d'hôpitaux avec des bâtiments universitaires pas loin, mais ça n'a jamais été dans une conception où dès le départ on dit on va faire ensemble une université et un hôpital liés évidemment par le pacte hospitalo-universitaire. Donc en l'occurrence des hôpitaux qui sont dans le nord de Paris aujourd'hui, Bichat et Beaujon, et l'université Paris-Cité. Et donc ce que vous voyez comme image à gauche, c'est ce que sera le futur campus. Alors à gauche, c'est vraiment l'image du projet très avancé, puisqu'on est en train de travailler sur la phase pro, donc la prochaine c'est le permis de construire, et les marchés d'entreprise. Et à droite, c'est cube translucide. J'ai espéré pouvoir vous mettre les vraies images, puisque le lauréat a été choisi le 3 septembre par l'université. Donc je peux vous le dire, le lauréat, c'est le groupe Eiffage, qui emmène avec lui Michel Raymond pour le bâtiment de recherche et PCA Stream pour la partie enseignement. Donc on n'a pas encore réussi à plugger les images, mais c'est une question de quelques jours. Voilà, donc on va bientôt pouvoir avoir la vraie image du campus. Donc ça, c'est le premier élément caractéristique, c'est ça. Le deuxième, évidemment, je ne vais pas commenter tout ça, c'est juste ce qui est marqué en haut à droite. On construit une très grosse bête de 200 000 m², autour de 1300 lits et places, et avec tout ce qu'on peut attendre d'un CHU qui est fondé sur les points forts des deux hôpitaux existants, Bichat et Beaujon, qui sont des lieux de référence en matière digestive, de cardio, de poumons, etc. Juste une précision, excusez-moi, quand on dit que c'est un plateau très technique, ça veut dire que notre architecte et nos ingénieurs, ils ont travaillé sur le noyau technique comme étant un élément structurant du bâtiment. Alors c'est important parce que c'est pas... Enfin, aujourd'hui, quand vous avez les hôpitaux qui existent, leurs aspects techniques, ils ont été au fil du temps. Voilà. Là, c'est d'emblée, dès le début, se dire comment on intègre l'hypertechnicité dans le projet et de se dire que cette hypertechnicité, elle va continuer à évoluer avec des technologies qu'aujourd'hui on ne connaît pas dans 10, 15, 20 ans et qu'il faudra que ce bâtiment résiste à ça, contrairement à celui qu'on va fermer, qui est celui de Bichat. Beaujon, j'en parle pas, il a 1 siècle, donc c'est normal qu'à un moment donné, on passe à autre chose. Mais Bichat, c'est un des grands regrets de l'architecture hospitalière. C'est un truc qui était considéré comme le top au moment de sa conception 70-80. Et dès le début des années 2000, on a dit il est complètement à côté de la plaque, notamment parce que des micro-services de 12, 15, 20 lits, impossible à faire évoluer sans le refaire complètement. C'est une des idées de base du changement. Voilà, donc là, c'est comment on fait pour intégrer dans la structure technique une capacité à évoluer sans savoir ce que seront les prochaines contraintes techniques. L'autre mot-clé qui est... Alors c'est amusant parce que nous, on l'avait formulé sur des pages et des pages dans le programme.
Et l'architecte, qui a été retenu pour faire le bâtiment, donc qui est Renzo Piano, qu'on n'a pas besoin de présenter, quand il a travaillé, c'est indiscutablement celui qui nous a présenté sur les 4 candidats le projet qui était à la fois le plus simple dans sa lecture qu'on pouvait en avoir et qui répondait le mieux à nos questions fonctionnelles et aux besoins d'évolutivité. Et c'est lui qui a dit, mais en fait, quand on lit votre affaire, vous nous dites qu'on doit concevoir un hôpital qui est beaucoup plus fait pour des passages brefs de patients debout, alors que la plupart des hôpitaux ont été conçus pour des patients restant longtemps et couchés. Et donc ça a l'air de rien, mais derrière ça, il y a quantité de croquis, de dessins et d'approches techniques sur une gestion différente des flux, de la lumière, etc. Quatrième, je ne sais plus, mot-clé, c'est la notion de parcours et non les disciplines. Donc ça, c'est le mot-clé, c'est le concept qui a été le plus difficile à faire passer dès le démarrage, qui a été de dire qu'on ne ferait pas un grand plateau de cardio, un grand plateau de digestif, etc., mais qu'on allait regrouper par type de prise en charge, parce qu'en termes de notamment gestion des compétences pour les personnels et de parcours pour les patients, c'était beaucoup plus cohérent. Donc il y a un plateau dans lequel vous avez tout l'ambulatoire, vous avez un plateau dans lequel vous avez tous les blocs chirurgicaux, l'interventionnel. Vous avez 2 plateaux et demi d'hospitalisation traditionnelle, un grand plateau avec 134 lits de réanimation, plus les soins intensifs, etc. Voilà. Et donc ça, c'est très important parce que ça structure complètement différemment l'hôpital. Et l'autre aspect dans la répartition, c'est aussi qu'il y a un axe rouge. Ça, c'est moins original, c'est fait dans beaucoup d'hôpitaux, depuis l'hélitation où arrivent les hélicoptères jusqu'aux urgences, en passant par la réanimation, les blocs, etc. Mais c'est aussi très structurant. Alors, je dirais ce qu'on a de plus intéressant, parce que ce que j'ai dit avant, on n'est pas les premiers à l'avoir imaginé. Il se trouve qu'on fait tout ça ensemble. Mais le plus important, ça a été essayer de traduire la notion d'évolutivité, qui est un peu un mantra que tout le monde répète. L'hôpital qu'on fait aujourd'hui doit être un hôpital évolutif pour ne pas recommencer l'affaire de Bichat. C'est d'être évolutif. Et en fait, on a 3 niveaux d'évolutivité. Le premier, c'est admettre, quand vous lancez le travail sur ce projet, que vous allez le faire bouger dans la durée jusqu'à son ouverture. Ce qui est un cauchemar pour la relation avec le maître d'ouvrage, avec les tutelles, avec les équipes, mais qui est une réalité incontournable. Soit vous êtes capable de faire un hôpital en 5 ans entre le moment où vous le décidez et vous l'ouvrez. Cette taille-là, c'est pas possible. Soit vous savez que ça va prendre beaucoup plus de temps, et dans ce cas-là, il faut intégrer dans votre façon de faire une capacité à le faire évoluer. Voilà. Et pour le faire, il n'y a pas de 36 000 solutions. Il faut avoir des principes intangibles de construction et faire évoluer tout le reste, mais pas les principes intangibles. Voilà, principes intangibles, voire diapo précédente. Mais tout le reste est capable d'évoluer. La deuxième chose, et ça c'est la leçon directe du Covid, puisque nous on est dans un projet qui a été lancé en concours en juillet 2019 et dont le lauréat a été désigné en mars 2021. Donc il y a eu un petit événement entre les deux. Et notre principal apport, ça a été, 1, de ne pas arrêter le concours, de 2, tirer des conséquences de la crise, et d'arriver à gérer le truc jusqu'au bout. Et donc l'évolutivité, c'est dire qu'un hôpital comme ça, il doit être en accordéon permanent. Donc vous avez des lits, dans des chambres seules, évidemment, 85%, mais vous avez aussi des chambres dédoublables pour les périodes hivernales ou épidémiques, où on a une 50aine de lits qu'on peut déployer comme ça, répartis dans tout l'hôpital. Ensuite, si vraiment on est dans une situation où il y a des problèmes type de ce qu'on a connu pour le Covid et que vous avez besoin de plus de lits de réanimation, on ne va pas faire ce qui s'est passé où on a utilisé les couloirs et autres. Là, l'idée, c'est que dans le bâtiment, il y a 4 unités qui seront en contigu aux réanimations, qui seront totalement prééquipées en termes d'arrivée, etc., pour pouvoir être transformées en moins de 24 heures en unités de réanimation complémentaires. Donc, comme elles vont manger de l'hospitalisation traditionnelle, eh bien, on prééquipe une partie de l'ambulatoire pour que lui-même devienne de l'hospitalisation classique. Et ainsi de suite. J'arrête, ça va jusque sur le toit ou dans le restaurant qui est sur le toit. On pourra même faire ce qui a été conçu à la Pitié-Salpêtrière pendant la crise, qui est pouvoir encore s'étendre. Voilà. Et le dernier aspect d'évolutivité, c'est évidemment le fait que la structure technique,
donc là je parle plutôt technique bâtimentaire, poteau, poutre, grand plateau, elle doit permettre demain de faire évoluer l'intérieur du bâtiment sans qu'on soit obligé de tout refaire, et donc à limiter les coûts de mutabilité. Voilà, les autres mots-clés, c'est évidemment par rapport à la qualité de vie au travail pour les personnels, un très gros travail sur les distances, la réduction des distances, l'accessibilité entre les différentes activités, gros travail sur la lumière, et Renzo Piano serait là et vous dirait un très gros travail sur la lumière de la beauté. Et la beauté de la lumière, vous le prenez dans les deux sens. Voilà, évidemment pour les patients, qualité hôtelière. Et alors un sujet qui peut intéresser pas mal les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui s'affrontent à un problème de sécurité, qui est comment arriver à aérer les chambres naturellement pour ne pas être dépendant de la climatisation, etc., mais sans prendre des risques sur la défenestration volontaire ou accidentelle, qui est un sujet qu'on a partout. Et donc notre architecte a trouvé une solution qui est d'avoir, vous la voyez en haut à droite, c'est que vous avez un ouvrant qui pourra être utilisé et dans lequel il y a comme un système qu'on appelle ça, des trucs à lame, sauf qu'il est permanent, il est en dur. Ça veut dire qu'on peut ouvrir la fenêtre, on peut bénéficier de l'aération des locaux, et vous n'avez aucun risque que quelqu'un passe à travers accidentellement ou volontairement. Oui, mais c'est des claustras en plus retravaillés par rapport à des questions d'orientation, comme des trucs à lame, pour faciliter l'aération. Ça a l'air de rien, mais multiplié par autant de fenêtres qu'il va y avoir sur ce bâtiment, c'est un choix très important et qui traite un sujet de sécurité qu'on a beaucoup de mal à traiter. Je ne commande pas la diapo suivante. Je ne sais pas si le support est partagé avec si les vous le participants. permettez, je pense Absolument. qu'on peut, oui. C'est juste pour dire que l'autre, et ça doit être l'avant-dernier mot-clé, sur ce projet, c'est d'avoir d'emblée s'être donné les moyens de ne pas faire qu'un hôpital, mais d'emblée travailler en même temps sur l'insertion de cet hôpital dans son territoire. Et donc, je cite 2-3 exemples, le fait qu'il y ait un projet d'hôtel hospitalier qui est en train de naître, dont nous ne sommes pas les opérateurs, mais qui existe parce qu'on a souhaité qu'il y ait un hôtel hospitalier. C'est la multiplication des accords sur le territoire, avec le plus récent avec l'hôpital de Saint-Denis, qui sera notre voisin, avec les centres municipaux de santé, et avec beaucoup d'autres acteurs, de façon à préparer aujourd'hui l'ouverture de cet hôpital à la fin de la décennie, avec une façon de travailler avec son environnement qui est différente. Il y a aussi des sujets sur la recherche, l'innovation, mais je n'y reviens pas. Le dernier mot-clé, pardon, c'est l'hôpital durable. Et on est en plein dedans parce qu'on est en pleine enquête environnementale. Et là, c'est un message, moi, que je n'avais pas bien réalisé depuis il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui on trouve, c'est que le monde a vraiment changé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les discours. Et je ne parle pas des arbres qu'on met et de la forte végétalisation qui est une des caractéristiques de ce projet. C'est le fait que c'est depuis des décennies, l'hôpital ayant sa propre justification de santé publique, souvent dans son rapport avec l'État et les collectivités, était à la recherche de dérogations. C'est-à-dire que le truc, c'est oui, non, mais attendez, vu la taille de notre bâtiment, ce qu'on fait, c'est du sanitaire et tout, ça, vous ne pouvez pas nous imposer telle règle, etc. Et donc, on alignait un certain nombre de dérogations. Voilà. Alors aujourd'hui, ça a complètement changé. Nous discutons avec des experts des collectivités locales qui nous disent, je prends juste un exemple, vous devez gérer les eaux de pluie à 100% sur la parcelle. Oui, mais attendez, on vous explique qu'avant, il y avait une usine qui les gérait à 0%, nous, on passe à 95%. Et là, ils vous répondent, ce n'est pas notre sujet. Il ne s'agit pas de faire mieux que des décennies d'erreurs. Il faut atteindre les résultats dont on a besoin pour 2080, etc. Et donc, ça, c'est un changement radical, avec une conséquence, outre le fait que c'est très fatigant, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Les factures seront beaucoup plus importantes à l'arrivée pour tous les bâtiments qu'on va faire là-dessus. Voilà. Et la dernière diapo, c'était juste parce que tout ça, ça a démarré en 2009 et que donc le dernier mot-clé par rapport à ce projet, c'est juste la résilience dans le portage de cet engin. Merci beaucoup, c'est passionnant. Je pense qu'on aura pas mal de questions après. On va peut-être d'abord donner la parole à Benjamin Garel qui... Je crois que vous avez des slides aussi.
Ouais. Enfin, on est en tout cas content qu'on a une certaine forme d'exclusivité à l'UC2M avec toutes les annonces. Enfin, vous n'imaginez pas que c'est du hasard. Hein. Et donc, Benjamin Garel pour nous présenter donc, le Paris-Saclay Cancer Cluster. Donc, de la même manière, voilà, pourquoi l'idée, comment ça s'organise, le projet. Merci beaucoup pour l'invitation et désolé pour le nom imprononçable. Mais... Non, c'est juste qu'on fait attention à pas... Ouais, je sais, mais on est conscient. Et en plus, il est imprononçable et en plus, il induit en erreur parce que Paris-Saclay, on n'est ni à Paris ni à Saclay, on est à Villejuif. Donc... Mais je vais vous emmener dans l'innovation en oncologie, qui est un milieu passionnant. Donc, on est surtout centré sur les biotech. Pour quelques ordres de grandeur dans la présentation, c'est un médicament, c'est à peu près 12 ans de travail en moyenne. C'est un investissement supérieur à 1 milliard d'euros. Et grosso modo, sur 100 molécules qui rentrent en préclinique, il y en a une qui va arriver au patient avec son autorisation de mise sur le marché. Alors du coup, c'est une étude sur 2019 sur laquelle que vous voyez en haut à droite, et vous voyez que, alors nous on parle que oncologie, c'est une étude qui a été faite en oncologie en termes de, elle a classé les différentes régions du monde, et sur la région parisienne, on est deuxième en termes de nombre de publications académiques, et si vous regardez en nombre de brevets, Paris chute à la 13e place, et si vous regardez en capitalisation des startups, là on sort du classement, c'est au-delà de la 20e place. Alors pourquoi ça pose un souci ? Parce que en fait, si on regarde là, dans les 60 molécules qui ont leur reprovo à la FDA chaque année, il y en a une trentaine, à peu près la moitié sortent en onco. Et dans cette moitié, il y a plus de 80% des molécules qui sont nées dans des startups. C'est-à-dire que les grands groupes n'investissent plus au départ sur la phase préclinique. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment que les phases précliniques et les premières phases cliniques, ça dépend à quel moment ils veulent racheter, soient faites par des startups. Et donc, si on veut transformer l'excellence de la recherche fondamentale française en innovation pour le patient, il y a ces 12 ans à passer et c'est ce milliard d'euros à trouver, qui se fait à la fin avec les big pharma. Et donc l'idée, c'est, si on peut passer à la diapo suivante, ça a été adressé par Gustave Roussy, l'INSERM, l'IPP, Sanofi et l'Université Paris-Saclay. Ça a été de constituer un cluster. Alors c'est nos 5 fondateurs qui sont partis un peu vite, mais on a réussi à ce que l'Assistance publique des hôpitaux de Paris nous rejoigne, que l'Institut Curie aussi nous rejoigne, et Unicancer et le pôle de compétitivité médicine, et puis aussi des big pharma comme Servier, Ipsen sont venus. Et donc on est une fondation, fondation de coopération scientifique à but non lucratif. Et donc notre but, c'est d'accompagner ces entreprises. Ce sujet-là est relativement adressé, notamment par ce qu'on appelle les Tech Transfer Office, qui sont surtout là pour valoriser toute l'intelligence qui est créée dans nos institutions, mais qui vont être là plutôt sur les premières années. Et nous, on les accompagne. Le mantra de notre président, c'est d'aider tout projet industriel à avoir le plus rapidement une phase 2 positive. La phase 3, c'est des choses extrêmement lourdes à gérer. C'est souvent le moment où les big pharma interviennent. Du coup, si on peut passer à la diapositive suivante, donc nous, notre idée, c'est de prendre un projet industriel et de l'amener le plus rapidement possible aux patients. Si on peut passer à la slide suivante. Et l'idée, c'est de constituer un cluster à côté de Gustave Roussy. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Gustave Roussy, il est dans le top 5 mondial en termes des hôpitaux contre le cancer. Il se situe donc pas très loin de Paris, mais quand même assez loin. Là, on mettrait 1h15 à y aller. Et heureusement, il y a la ligne 14 qui arrive et Gustave Roussy se retrouve à 18 minutes de Châtelet, ce qui change tout. Et en plus, vous aviez une zone de 40 hectares qui était construite. Voilà, et à 25 minutes de l'UC2M, exactement. Et encore, à peine. Voilà. Et voilà, c'est comme si Gustave Roussy rentrait dans le centre de Paris avec 40 hectares, donc une zone non seulement possible pour son extension, mais en plus de l'idée, c'est de construire, et c'est en cours, vous voyez les bâtiments qui sont en cours de construction. On emménage le 15 janvier sur le site, de construire 100 000 m² de labos, bureaux, à destination des startups, des grandes entreprises, des sous-traitants de la recherche, qu'on appelle CRO, ou de production CDMO, pour faire une espèce de ville contre le cancer. Diapositive suivante. Alors 15 janvier, nous on emménage dans les premiers bâtiments.
15 janvier 2025, là, dans quelques mois. Et grosso modo, le cluster aura 50 000 m² à destination des startups et grandes entreprises à la fin 2025. Mais ce qui vraiment désenclave tout, hein, c'est l'arrivée du métro qui arrive en décembre, parce que si vous prenez la 14, vous voyez que toutes les stations sont allumées, sauf Gustave Roussy. Pourquoi ? Parce que c'est la station d'interconnexion de la 14 et la 15. Donc à terme, c'est génial. Mais là, bon, faut qu'ils finissent un peu, qu'ils avancent sur les travaux de la 15 avant de pouvoir ouvrir la station. Voilà. Et donc nous, on est là pour lancer ce cluster, parce que c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. C'est qu'il y a plein d'entreprises qui nous disent nous, on vient si les autres viennent. Et donc, du coup, on a commencé il y a 2 ans, avant qu'on soit financé par l'État, par plusieurs grandes entreprises, à animer et à dire voilà, il y a ça qui va ouvrir dans 2 ans, c'est juste une opportunité incroyable, venez nous rejoindre pour essayer de casser ce problème et que dès le départ, ça se crée. Et c'est plutôt en bonne voie, puisque actuellement 80% des surfaces clés du cluster sont sous offre. C'est pas encore signé, mais c'est en train d'être signé. Donc on voit qu'il y a une vraie attractivité du site. Et donc nous, on est une fondation qui est là pour se lancer ce site et en plus donc pour accompagner ces startups. Donc on fournit différents services et on investit dans différentes solutions pour aider ces entreprises. La première chose qu'on a fait, c'est la mise en relation avec des experts, parce que les chercheurs de la PHP, de Curie ou de Gustave Roussy sont débordés entre leurs recherches, leurs étudiants, la recherche de financement. Quand vous appelez Sanofi, AstraZeneca, ils vous répondent. Si vous êtes une toute petite jeune start-up, c'est plus rare qu'ils vous répondent. Et donc nous, en fait, on sélectionne les start-up et on leur garantit que la science et l'équipe est capable de creuser un sujet pertinent et qui peuvent y consacrer un peu de leur temps. Donc ça, on multiplie ça. On est autour d'une centaine d'expertises sur les 40 boîtes qu'on a sélectionnées, les 40 startups qu'on a sélectionnées. Maintenant, on a atteint 50 la semaine dernière. On les met en relation avec des plateformes technologiques, dont certaines sont à la PHP, d'autres à Gustave Roussy, d'autres à Curie ou à la PHM, qui leur permettent de manipuler très rapidement sur des cellules humaines, puisque notamment en immuno-onco, les modèles animaux donnent des choses relativement décorrélées de ce qui se passe chez l'humain, malheureusement. On investit assez fortement sur les data, un petit peu comme l'entreprise Lifen, dont Monsieur Lewey nous a détaillé les choses, mais voilà, on fait un peu la même chose, mais vraiment ciblé sur l'oncologie pour pouvoir faire de la recherche profonde en oncologie. Et puis on fait toute une offre d'animation classique en termes de networking, de formation en sciences et de tout ce qui se passe en onco. Et puis peut-être qu'il va arriver une offre de financement. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Voilà, c'était nos 50 startups sélectionnées. Et vous, le temps que vous avez mis pour... Parce que c'était bien Gilbert Lenoir qui m'en avait parlé il y a longtemps, me semble-t-il. Ouais, voilà. Donc, celui qui a porté le projet, c'est effectivement Gilbert Lenoir, je pense dans les années 2010, autour des années 2010. Il y a une petite association qui a posé les bases et notamment qui a mis une ZAC. Et ça s'est fortement accéléré en 2020 où... le président de la République visite Gustave Roussy et voit le site, il se dit il y a quelque chose à faire, il lance l'appel à manifestation d'intérêt sur les bioclusters et qui permet du coup que des investisseurs investissent sur le site. Nous, on n'investit pas dans l'immobilier, c'est des entreprises comme Perillis, c'est Edmond Rothschild qui est derrière, Cadence ou le Crédit Agricole qui construisent les bâtiments. Et nous, on est là pour les remplir de start-up en onco. Vous rejoignez le projet quand, vous ? Moi, j'ai rejoint le projet en fin 2021, début 2022. Parce que vous êtes directeur d'hôpital aussi, vous avez dirigé le CHU de la Martinique. De Martinique, oui. Voilà. Et je suis passé à la PHP aussi. D'accord, très bien. Voilà. Bravo. C'est intéressant. Alors, le temps passe vite. On va peut-être continuer avec Emeline Flinois. Que tu me regardes. Oui, en sachant, vous avez préparé une intervention, mais peut-être de réagir notamment en tant que directrice générale adjointe de l'ANAP aux présentations des projets. Qu'est-ce que ça implique quand il y a des nouveaux comme ça lieux qui se créent en termes de pratiques, de mise en place. Puis il y avait une question, mais peut-être un peu qu'on s'était posée, c'est est-ce que ce sont donc les nouveaux lieux qui amènent au changement de pratique ou les nouvelles pratiques qui donc ont amené à penser ces nouveaux lieux, mais on vous laisse...
La parole. Alors d'abord, merci de m'avoir invité. Peut-être juste préciser pour l'auditoire ce que c'est que l'ANAP, parce que du coup, nous, on se connaît, mais et les collègues aussi hospitaliers que je salue nous connaissent également, mais peut-être pas tout le monde. Nous, on est une agence publique d'expertise, de conseil d'intervention. On intervient en appui des hôpitaux, des EHPAD, qu'ils soient publics ou privés, sur tous les scopes de la performance, à la fois en produisant des guides et des outils qui sont disponibles gratuits et clés en main sur notre site internet, mais également les accompagnants en se déplaçant sur le terrain, soit en les regroupant de manière collective pour échanger, travailler sur l'échange d'idées et trouver des solutions à des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, ou bien dans des appuis qui vont être plus individuels et personnalisés. Donc ça fait un peu plus de presque 20 ans maintenant que cette agence d'expertise et de conseil existe, et elle intervient désormais, je pense que c'est important de le dire, sur l'ensemble des scopes de la performance. On a longtemps été cantonné à des enjeux de performance économique et financière, ce qui nous a valu un certain amour des collègues par ailleurs. Mais aujourd'hui, même si on reste sur ces champs-là, qui restent bien entendu indispensables à piloter, parce qu'on est sur la gestion d'argent public, ne pas l'oublier, et ça emporte une responsabilité. On est aussi sur des enjeux de développement durable, de pilotage de l'information par la data, de management et d'innovation sur justement les enjeux managériaux, de gestion des ressources humaines, de parcours et des modalités de prise en charge, bien entendu, de la logistique hospitalière et des achats. Donc vous voyez, c'est un champ de la performance qui est quand même extrêmement large et qui permet vraiment d'englober l'ensemble des scopes. Donc en primo-réaction sur l'intervention des trois collègues qui du coup ont exprimé leur exceptionnel projet, moi j'ai un peu envie de vous dire, l'heure un peu passée peut-être, je m'autorise une petite convivialité, on a un peu des étoiles dans les yeux quand on les entend. Enfin, moi qui viens d'hôpitaux qui ont été en grande difficulté financière, c'est que dans des hôpitaux du régime dit général, donc pas en centre hospitalier universitaire ni à la PHP, avec des très très grandes difficultés financières. Quand on entend ce qu'ils sont capables de mener et de mettre en œuvre, on a envie de pouvoir diffuser ça dans l'ensemble des hôpitaux, dans l'ensemble de nos EHPAD, et de se dire que finalement ça ne doit pas bénéficier que au centre hospitalier universitaire, que à cette super et énorme locomotive qu'est l'assistance publique hôpitaux de Paris et qui nous tire vers le haut. Mais parfois ils vont tellement vite que quand on est en hôpital général et qu'on arrive à peine à passer les payes à la fin du mois, et du coup on se dit poulala, on en est loin. Et donc c'est un peu ça qu'on se donne aussi nous comme mission à l'ANAP, c'est de faire en sorte finalement de raccrocher les wagons entre l'ensemble des acteurs hospitaliers. Parce que, encore une fois, quand on est pris dans l'hyper-quotidienneté, dans tout ce qu'on a à faire au quotidien, les difficultés financières majeures, les difficultés pour boucler les plannings, toutes ces difficultés-là auxquelles les hôpitaux sont confrontés, on n'a pas forcément de temps, de bande passante à consacrer sur les enjeux d'innovation et identifier justement ces pépites que vous avez expliquées aujourd'hui, que vous avez montrées en exemple. Et donc nous, notre enjeu, notre ADN, c'est de faire gagner du temps aussi aux hospitaliers et aux acteurs qui travaillent dans le secteur médico-social. Et donc c'est notre job, du coup, de pouvoir identifier les pépites, les bonnes pratiques, tout ce qui peut être capitalisé, diffusé, pour faire en sorte que ceux qui ont moins la possibilité d'avoir une bande passante structurée, d'avoir une équipe projet sur l'innovation à temps plein, d'avoir des crédits fléchés sur ces questions-là, puissent justement se dire moi je peux accéder à cette innovation-là. C'est pas parce que du coup on n'est pas porteur soi-même de l'innovation qu'on peut pas la mettre en œuvre. On n'est pas forcément innovant de premier rang. On peut aussi s'inspirer et piquer les bonnes idées qui sont faites chez les autres. C'est pas du tout un problème, au contraire. Et donc c'est ça qu'on essaie de faire. On a mis en place une plateforme des bonnes pratiques il y a un peu plus d'1 an, avec l'idée justement des hospitaliers qui nous disaient mais nous on a des idées, on n'arrive pas à les mettre en commun. Comment est-ce qu'on peut les partager? Comment est-ce qu'on peut mettre en avant des projets, des innovations qu'on a mis sur les soins éco-responsables, sur les éco-prescriptions? Et donc finalement, il n'y a pas ce réceptacle-là collectif pour justement capitaliser et trouver les bonnes pratiques faites par les uns et par les autres. Et donc on l'a mise en place il y a un petit peu moins d'1 an maintenant. On en est à 60 000 connexions. Enfin, c'est quelque chose que nous on n'avait jamais vu en très très peu de temps. C'est une plateforme collaborative, donc je vous le dis, si vous êtes intéressé de pouvoir justement déposer vos idées, vos envies, ce que vous avez mis en œuvre, ça peut faire partie aussi d'éléments sur lesquels on peut être contributif. Et donc on accompagne aussi l'État sur tout ce qui est Fab Lab, tiers lieux d'innovation. Il y a plusieurs appels à projets qui sont menés, mis en œuvre de manière exemplaire. Et donc, il y a d'autres tiers-lieux qui sont accompagnés et financés avec des appels à projets. Et donc, aujourd'hui, le ministère de la Santé se tourne vers nous pour à la fois analyser justement ces expérimentations,
identifier qu'est-ce qui a marché, les tops et les flops, enfin, on ne va pas les appeler comme ça, mais c'est à peu près l'idée. Identifier ce qui a vraiment bien poussé et quels sont un peu les facteurs émergents pour favoriser justement cette émergence d'innovation, et de pouvoir ensuite les dupliquer. Et donc, charge à nous ensuite d'animer ce collectif du coup de tiers-lieux et de Fab Lab, qui sont 2 projets distincts par ailleurs. Les tiers-lieux sont un peu plus vieux et les Fab Labs devraient être lancés du coup d'ici la fin de l'année en pilotage national. Et donc, on espère pouvoir revenir l'année prochaine pour vous en dire plus une fois que l'expérimentation aura été menée. Merci. D'ailleurs, ça me faisait penser à une question. Vous avez parlé donc des pépites. On va parler des lieux. Et ouais. Est-ce que le contenant emporte le contenu? Oui, il faut avoir si... ouais. Si vous avez une réponse. Alors oui, c'est du coup, Monsieur Aguilmier, on a bien parlé et je trouve que c'est intéressant. Enfin, moi qui ai porté beaucoup de projets de reconstruction immobilière dans ma carrière, enfin, avant de rejoindre cette agence, typiquement quand on a un projet immobilier nouveau, c'est vraiment l'occasion et le levier, c'est une excellente opportunité de pouvoir réinterroger les pratiques, de réinterroger les processus, de ne pas se dire je vais redupliquer dans mes pratiques et mes fonctionnement ou dysfonctionnement existant dans un environnement, et donc de ne pas dupliquer, coller, si je puis dire, l'ensemble de ces sujets-là. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a un bâtiment, mais je te l'ai bien dit, vétuste, quand on a un immeuble de grande hauteur, que les ascenseurs n'ont pas été dimensionnés pour une activité ambulatoire, eh bien oui, effectivement, ça devient difficile. Voilà, il y a parfois des bâtiments qui sont tellement qui sont tellement usés, si je puis dire, ou ont été tellement mal pensés, mal conçus à leur départ, qu'envisager toute innovation ou toute promotion devient très compliqué. Et c'est vrai qu'en ce sens, le Ségur de la santé a été un levier aussi de financement et d'innovation aussi sur certains projets qui ont quand même cherché à sortir de ces enjeux-là. Et moi qui ai travaillé sur un immeuble de grande hauteur sur l'hôpital de Longjumeau, en l'espèce, qui était comme effectivement un site que tu as cité tout à l'heure, né dans les années 70, et on disait entre nous, le bâtiment il est né vieux, c'est-à-dire qu'à peine livré, il était déjà quasiment périmé dans ses usages qu'on pouvait faire. Là, du coup, le bâtiment de l'hôpital de Saclay, enfin groupe hospitalier Nord-Essonne, a ouvert ses portes, et donc c'est un projet mais plus petit que le tien qui s'est mené en 5 ans, a ouvert ses portes là il y a quelques mois maintenant, et c'est vrai que les équipes disent on a pu penser des choses différemment, on a pu ouvrir nos chakras, on a pu retravailler les sujets, les enjeux de performance, les modalités de prise en charge. Tout est complètement nouveau dans un contexte qui est complètement repensé en termes de cadre d'exercice professionnel. Merci. J'avais une question, parce que vous avez parlé du fait de l'importance de pouvoir inspirer ou s'inspirer d'autres lieux. Marianne Perrault-Saucine, vous avez déjà répondu, mais Benjamin Garel et Jean-Baptiste Hagenmüller, quels sont peut-être les lieux hôpitaux ou autres, qui existent déjà en France ou peut-être même ailleurs en Europe, qui ont pu inspirer vos projets, ou à l'inverse, qu'est-ce qui est complètement nouveau et qu'on n'a jamais vu en termes de... Alors, il y a un cluster dans le monde qui est très connu, qui s'appelle Kendall Square à Boston. C'est coincé entre le MIT et Harvard. Les Américains, en toute simplicité, appellent ça The Most Innovative Male Square on Earth. Et ils ont presque raison. Il y a plusieurs milliards d'euros d'investissement chaque année qui se passent sur ce stade-là. Donc nous, on s'est un peu inspiré d'eux. On est, contrairement au Kendall Square qui est tout santé, on est vraiment uniquement sur l'oncologie. Il y a Polytechnique, il y a l'UPS. Donc le Kendall Square, c'est coincé entre MIT et Harvard. Donc on a les forces d'innovation. Après ça, on est vraiment très proche de l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien voir que l'innovation pharmaceutique a complètement changé. Maintenant, on part vraiment d'une compréhension fine des principes d'une cellule cancéreuse. Et on va vraiment cibler un mécanisme particulier. On ne fait pas du criblage comme ça en se disant qu'est-ce qui peut marcher. Et donc ça part donc de l'analyse très fine de ces cellules, d'une compréhension d'un mécanisme qu'ensuite on va cibler. Donc ça part de l'hôpital avec les cellules des patients. Ça revient à l'hôpital bien sûr avec tous les essais cliniques. Donc se baser à côté de Gustave Roussy où il y a un quart des patients qui sont inclus dans des essais cliniques et avec une disponibilité des échantillons assez élevée, c'était un des points clés. Moi, je citerai un exemple, c'est l'hôpital Erasmus de Rotterdam, qui est celui qui avait l'avantage d'avoir une réflexion conceptuelle un peu comparable à la nôtre, et dans un calendrier avec
pas mal d'années d'avance. Et donc, c'est le seul où on est allé à plusieurs reprises, soit pour voir la généralité, soit pour s'intéresser à des choses très précises et un peu challenger les idées qu'on faisait émerger pour voir si c'était, ça avait du sens ou pas, et parfois nous réorienter. C'est le principal exemple. Après, il y a d'autres hôpitaux universitaires européens avec lesquels la PHP est en réseau, mais celui-là particulièrement. L'inspiration à l'international, elle est hyper importante pour justement s'ouvrir sur les nouvelles pratiques et les modalités de travail. Et c'était tellement un sujet qui remontait fort de la part des acteurs hospitaliers que maintenant, on organise des Learning Expeditions à l'international. J'ai une équipe qui revient du coup d'Allemagne pour étudier les modalités de développement durable. Il y a effectivement cette clinique Erasmus qui est un modèle, un parangon de fonctionnement. Si vous ne connaissez pas, mais allez-y, c'est absolument exceptionnel en termes de fonctionnement, et sur la logistique dans pas très très longtemps en Suisse. Parlez d'eux. Erasmus. À Rotterdam. Moi j'ai été très... on va maintenant ouvrir nos chakras, donc on va le faire avec Franck de Vulder. Il est l'idéal pour ouvrir nos chakras. Dites-moi, moi je suis très sensible à ce que vous avez dit, parce qu'en fait c'est dans notre projet, dans l'élaboration de notre journée, et puis d'une manière de nos travaux, c'est ça qui compte en réalité. C'est bien sûr, on reçoit des gens qui sont un petit peu... qui font des choses un peu exceptionnelles, mais en fait le plus important, bien entendu, c'est la diffusion de l'innovation. C'est-à-dire que les grands projets permettent aussi de pousser des plus petits projets, et c'est quand même, je pense, à la fin de l'histoire, c'est beaucoup de petits projets, c'est encore plus grand qu'un grand projet. Et c'est un peu ce que l'on a demandé en fait à Franck de Vulder, dont je vous l'ai présenté, enfin vous le connaissez, mais qui est quand même un médecin libéral, mais qui travaille dans une grande clinique et qui doit également faire en sorte, je pense dans ses missions, que l'ensemble du corps médical, du corps soignant, bénéficie des progrès médicaux, de l'innovation médicale. Et en fait, il a des idées également pour nous engager ou s'engager là-dedans. Franck. Merci Pascal. Parce la conclusion. Merci pour l'invitation, merci à Lucie Deuxième, puis bienvenue chez moi finalement, parce que ici c'est un peu ma maison quand même. Et un peu, j'ai dit un peu. Je sais, j'ai entendu tout à l'heure. Je suis pas. C'est vrai que je dénote un petit peu, parce que je suis médecin. Pas directeur d'établissement, libéral et provincial. Donc, on est deux. Alors, moi, je suis assez bluffé par ce qui vient d'être dit. Je suis assez bluffé et j'en parlais quand on a fait les universités de la CCBF il y a 15 jours à Saint-Malo. Et merci d'avoir animé cette table ronde. Je suis toujours assez intéressé par... D'abord, on a un problème qui est celle de l'accès aux soins. Arrivent derrière les problèmes de qualité, de pertinence, de recherche. Mais on a le problème de la population, c'est aujourd'hui l'accès aux soins. Je ne sais pas ce qu'est en train de dire le Premier ministre, moi, un tout petit peu. Parce que j'ai vu, entre autres, dans les off, parce que j'étais informé 5 minutes avant, parce que c'était dans les échos de tout à l'heure, que... il veut que la part de prise en charge de la sécurité sociale, je ne sais pas s'il l'a dit, mais en tout cas, j'ai TF1 qui m'a couru après tout à l'heure. La Sécu prend en charge 70% du remboursement d'une consultation, d'un acte, 30% venant aux complémentaires santé. Il voulait changer ce rapport pour passer à 60-40, c'est-à-dire augmentation des prix des complémentaires santé. Hop, je fais le petit aparté et le reste, je ne sais pas. J'irai écouter comme vous tout à l'heure. Mais il y a un modèle qui m'intéresse toujours dans son concept, non pas au sein d'un hôpital, d'une région, d'un territoire, mais au sein d'une nation, qui est celle du modèle danois. Parce que le Danemark, il y a 20 ans, a fait le même constat que ce qu'on subit depuis 20 ans. Je ne dis pas qu'il faut copier le modèle danois, mais ils ont inversé complètement la charge, finalement, la façon dont fonctionne leur système de santé. Je donne quelques chiffres. Ils ont mis au centre du système de santé la porte d'entrée, en disant la porte d'entrée, c'est le médecin généraliste. Je ne suis pas médecin généraliste, je suis gastro-entérologue. Ils ont mis au centre de leur dispositif le médecin généraliste. Ça ne fait pas que chanter de joie dans ma maison ici, parce que derrière, on imagine bien qu'on y met des contraintes, de la rigueur sur la répartition, sur la liberté d'installation, sur plein de choses. Et ils ont mis au bout de la chaîne l'hôpital. L'hôpital, pas au sens hôpital public versus hôpital privé. Pour moi, l'hôpital au sens large, le plateau technique. Et ils ont fait évoluer, en près de 40 ans,
ils ont diminué de presque 3 le nombre de plateaux techniques. C'est pour ça que je pense que vous défendez, c'est assez remarquable. Parce que on est qu'entre nous, personne ne nous écoute ou presque. Je pense que c'est parce que je pense que c'est vraiment une des questions qu'on vient de se poser. On nous parle en permanence de la problématique d'accès aux soins et de l'accès aux soins en urgence. J'en discutais avec mon copain Emer, j'habite Parin, j'habite un petit village. Mais je vous en parlais de mon petit village dans quelques minutes. Je vais faire court, mais je vous en parlais de mon petit village. Et donc le maire de ma ville, c'est Arnaud Robinet, que vous connaissez tous. Et vous connaissez tous, évidemment, parce qu'il préside la FHF, entre autres. Puis il a quelques ambitions politiques, et on les connaît tous. Et on se connaît depuis 15 ans, et on se connaît très bien. Mais quand on regarde la problématique de l'urgence, l'urgence, c'est 50 000 urgences par jour en France. 85% dans le secteur public, 15% dans les établissements de santé privés. Pas seulement parce que ces établissements de santé privés ne veulent pas le faire, mais pour des raisons d'obtention, d'ouverture de services d'urgence administrative. Pas la peine de... Dans le même temps, il y a 2 millions de consultations par jour en France, chaque jour. Chaque jour. 1 million par des généralistes, 1 million par des spécialistes. Et 80% d'entre elles sont faites par des médecins libéraux. Et je pense qu'on doit aller vers une complémentarité et vers une excellence. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark, ils appellent pas ça des IHU, des pôles de cancer, machin. Ils appellent ça des super hôpitaux. Mais on parle de la même chose, finalement. Et je pense que dans le privé, on fait aussi, à notre façon, la même chose. On en parlait en préparant cette intervention, en me disant mais parle de ce que tu fais chez toi à Reims. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des établissements de santé privés de la Champagne-Ardenne. On y passerait trop de temps et puis ça ne vous intéresserait même pas. Simplement aujourd'hui, dans une région dans une ville qui est la 12e ville de France, donc c'est pas Paris, loin de là, une région qui n'est pas très grande, hein, la Champagne-Ardenne, c'est je parle anté-région. L'anté-région Champagne-Ardenne, c'est 1 200 000 ou 1 300 000 habitants. C'est-à-dire que moi qui suis un flamand de naissance, par rapport à ma ville de Lille, la Champagne-Ardenne, c'est plus petit que la communauté urbaine de Lille. Hein. Donc, mais avec ces problématiques qui lui sont propres. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul établissement de santé privé, qui est le groupe Colancy Santé. On a sur la totalité de la région. Il reste une petite clinique à Épernay, il reste un établissement périphérique qui n'est pas sur la Champagne, qui est sur les Hauts-de-France, qui est à Soissons. Tout le reste est sur ce que j'appellerais la cité santé. Finalement, on a créé un pôle de santé géographique, comme ce que vous faites, exactement comme ce que vous faites. Et on voit bien que ça assure une certaine qualité, une certaine performance. Alors, chacun dans son domaine particulier. Et puis chacun a la taille de sa région particulière. Mais une performance qui est assez remarquée et remarquable. Je ne dis pas que c'est ça, parce que ce serait faux, qui a donné l'idée au CHU, qui est distant de 2 km de nos établissements, d'aller créer un nouveau CHU qui est inauguré là ces jours-ci. Mais il y a une certaine émulation, et je trouve qu'elle est intelligente, cette émulation. Et alors on a fait comme vous, hein, c'est-à-dire qu'évidemment on n'a pas les 200 000 mètres carrés de CHU Paris-Nord, mais 55 000 quand même. On y voit naître 3500 bébés par an. Donc on cravache. Franchement, je ne donne que ces chiffres-là, mais on cravache. Le gastroentérologue que je suis, mais je ne veux pas parler de ma spécialité. Quand la Cour des comptes régionale, dans son dernier rapport, dit l'endoscopie digestive, c'est une activité quasiment monopolistique sur mon établissement, c'est-à-dire mon équipe, je me réjouis pas. Je me dis, il y a un problème. Il faut qu'on équilibre mieux les choses. Mais donc on cravache pareil avec une norme HQE, la haute qualité environnementale, c'est comme ça qu'on appelle ça. À mon grand désespoir d'ailleurs, ma direction ne l'a pas mis sur le fronton de l'établissement, parce que je pense qu'il faut mettre ça sur le fronton de l'établissement. Alors ça a donné quelques contraintes, hein, parce que ne serait-ce que quand on construit, mais ça vous savez ça 10 fois mieux que moi, mais quand on construit, certes, la Champagne, c'est la Champagne, mais quand même, il fait chaud partout maintenant l'été. Et il ne faut pas mettre de clim. Et donc, on construit des systèmes de rafraîchissement. On fait comme vous pour essayer réellement d'améliorer les choses. Et puis on a aussi... Parce qu'il y avait des cliniques partout, comme partout. Simplement, ces cliniques, pour des raisons économiques, sont venues avec le temps, frapper à notre porte parce qu'elle se cassait la figure. Économiquement, elle se cassait la figure. Et donc, en même temps que nous construisions ce pôle de santé, on a
racheté l'ensemble de ces établissements. Et donc, il y avait un pôle de clinique avec les mêmes actionnaires sur la ville de Reims et à 50 à 100 km, 6 ou 7 établissements qu'on avait rachetés. On n'a pas fait mieux que les autres. C'est-à-dire que l'équilibre financier de ces établissements dits périphériques, j'ai été directeur général délégué de cet établissement, on n'a pas fait mieux. Et un jour, chacun a ses contraintes financières. Vous, c'est l'État, nous, c'est les banques. Je pense qu'on a un peu les banques de part et d'autre. Un jour, on a vu nos banques arriver en nous disant vous allez couper les branches qui ne sont pas suffisamment bénéficiaires ou qui sont déficitaires. Donc, on a coupé ces branches. Et finalement, ça fait la singularité de notre organisation parce qu'on a coupé ces branches, mais on a laissé, je parle tout le temps de cabinets secondaires, de consultations avancées, on a laissé dans tous ces endroits-là des sites de consultation multispécialités avancées. Et on voit ainsi des pédiatres, des cardios, des orthopédistes, des gastros, des pneumos, et ainsi de suite, mailler l'ensemble du territoire. Parce que je suis persuadé que, contrairement à ce que parfois défendent nos élus, qui font un travail absolument phénoménal, mais je veux mon hôpital, ma maternité, mon service d'urgence, quoi qu'il arrive, sinon j'arrête de respirer. Et j'avais cet échange-là avec Arnaud Robinet très récemment à propos des services d'urgence. Mais je ne vais pas citer de noms d'hôpitaux pour froisser personne. Mais quand dans mon territoire, il y a dans des toutes petites villes des services d'urgence où on ne peut plus ni accoucher, ni opérer, ni rien du tout, 24/24, qui coûtent un fric fou, et où surtout personne d'entre nous, mais personne de la population veut être là. Et je comprends le maire du village qui dit « Mais moi, si je ferme mon service d'urgence, je vais avoir à dos la population. » Je pense de façon vraiment résolument le contraire. Je pense que les maires, si on leur explique et s'ils peuvent expliquer à leur population que leur population soit soignée dans les meilleures conditions, dans le public ou dans le privé, c'est financé par la même poche. Arrêtons de nous opposer, c'est financé par la même poche. De même que je bannis, même si Lamine Garbi a dit à Cham, je revendique le terme d'être à la tête de cliniques privées lucratives, je bannis ce terme-là, comme si l'hôpital était fait pour perdre de l'argent et les financeurs des cliniques privées pour s'en mettre plein les poches. Je pense que la vérité, elle est tellement intermédiaire. Et cette régionalisation dont je parlais tout à l'heure, finalement, chez moi en Champagne, on a mis les pieds avant l'heure dans une idée qui est née dans cette maison et qu'il nous faut partager public et privé, qui est celle des équipes de soins spécialisées par territoire, où on va dispenser du soin à tel ou tel endroit. Alors, je vous disais, je finis par deux idées. Je vous disais, j'allais vous parler de mon village. J'habite un tout petit village de rien du tout, qui est connu pour ceux qui aiment le sport automobile, parce que c'est là que se déroulait le Grand Prix de France jusqu'à la fin des années 70, qui se passait à Reims. Il s'appelle Gueux, le petit village. Et donc, moi, quand je rentre chez moi tous les jours, que je suis en voiture, en moto, je traverse la ligne droite du circuit avec des contrôles radars, parce que ça le fait 2,5 km. Il y a les vieilles tribunes du circuit qui ont été réhabilitées, et j'y vois tous les week-ends des amateurs de sport automobile, entre autres des Anglais. Voilà. Mais pourquoi je parle de ça ? C'est qu'à l'initiative des professionnels de santé de terrain, des infirmiers, des kinés, de la pharmacie, à l'échelon d'un territoire, à l'échelon d'un village, donc d'une communauté de communes, ces gens-là, c'est pas moi je travaille en clinique, ils ont créé un véritable pôle de santé, où il y a un cabinet médical de groupe, il y a 6 ou 7 médecins, il y a une pharmacie toute neuve, il y en avait une, elle s'est délocalisée à cet endroit-là, en face du collège du petit village. Il y a un centre d'autres professions de santé, il y a un cabinet dentaire, et je trouve que c'est ça l'évolution du système de santé. Et dans ce système de santé, parce quand on parle recherche, on parle université. J'ai des appointances universitaires que vous êtes nombreux à connaître ici. Et je pense bien sûr que l'excellence des CHU, des IHU, je dirais, est à mettre en exergue. Je dirais différemment sur la création en cours de CHU dans des villes de petite taille où ils auront du mal à remplir leur mission d'enseignement, de recherche et de soins, parce qu'ils ne seront pas assez nombreux pour le faire, mais ça n'engage que moi, je n'agresse personne quand je dis ça ne concerne pas ce dont j'ai entendu parler, mais je pense qu'il faut aller vers une universitarisation des territoires. Je pense que pour vous, comme pour nous, nous devrions, pour les médecins volontaires, finalement, aller créer des communautés universitaires, territoriales, de médecins hospitaliers et libéraux,
Parce que, c'est le souhait des plus jeunes, quand moi je les entends, que ce soit les étudiants, les internes, les jeunes remplaçants, de garder un pied de chaque côté. Et je pense qu'il faut avoir cette évolution. C'est pas aller manger dans votre assiette finalement. Je pense. Et en plus, ça répond à, et je finis là-dessus, ça répond à notre serment d'Hippocrate, parce que chacun, que je vous lis, parce que j'ai prêté ce serment il y a quelques années, mais quand même, rappelons-nous, respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, c'est ça que disent les jeunes médecins quand ils vont prêter serment, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Eh bien, ouvrons et universitarisons les territoires, et je pense que ça améliorera l'accès aux soins. Et je pense vraiment que ces pôles d'excellence, d'expertise remarquables dont vous êtes à la tête, je salue évidemment et j'applaudis des deux mains. En revanche, ayons une réforme plus structurelle, en profondeur, et quand je dis hôpital, ce n'est pas public-privé, et ça concerne la médecine de ville également. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, à la fois vous, peut-être des réactions sur la scène, et puis dans le public, s'il y avait des questions complémentaires? Non, les choses sont... Ah, si. Oui, je partage complètement les suggestions du docteur Franck de Vulder, parce qu'effectivement, ce dont nous avons besoin, c'est d'une concertation, que nous améliorons notre capacité non seulement à nous écouter, mais à évaluer avec des expériences ou des évaluations pilotes, réellement une excellente évolution sur ce qui pourrait être le jumelage entre le public et le privé. Et en ce qui concerne le public, essayons d'anticiper en l'état actuel des tensions internationales. Malheureusement, est-ce que nous ne devons pas envisager des nouveaux hôpitaux dont les constructions seraient pour au moins la moitié en souterrain? Moi, j'ai une réponse sur la dernière question. Martin Hirsch, qui était le président directeur général de la PHP, à la suite d'un voyage en Israël, était revenu en disant « Jean-Baptiste, il faut que dans le projet d'hôpital, on fasse le double de l'hôpital en sous-sol ». Voilà. Bon, alors en fait, on a travaillé là-dessus, on a fait travailler notre architecte, tout ça, et on a partenu cette idée. On a partenu cette idée à l'arrivée parce que le contexte pour lequel les Israéliens le font, et on le voit bien ces semaines-ci, c'est par rapport à une agression extérieure. Voilà. Et donc en fait, c'était une fausse bonne réponse à une vraie question, qui est celle que j'évoquais tout à l'heure sur l'accordéon. C'est comment on prend en charge, alors non pas un élément de guerre qu'on ne va pas mettre dans notre logiciel, mais qui est plutôt un élément d'agression épidémique, catastrophe, etc. Et là, la réponse, pour nous, elle n'est pas trop en sous-sol. Elle est plutôt à se dire, on va avoir un super resto en toit-terrasse. C'est plutôt là qu'il faudra mettre des lits supplémentaires que dans le sous-sol. Voilà. Mais cette réflexion, on l'a eue. On a même envoyé des gens en Israël pour regarder le truc. Et c'est eux qui sont revenus en disant, en fait, c'est pas la réponse. Compléter en Hollande, donc aux Pays-Bas, à Amsterdam, l'Académie médicale sanitaire, l'AMC, est construite pour la moitié en souterrain. Oui, je suis d'accord. Nous, on a des pharmaciens à l'hôpital Bichat qui, depuis qu'ils sont rentrés comme internes à Bichat, ils vivent dans le noir. Voilà. Et donc, le principale chose que nous disent tous les professionnels, c'est vous faites ce que vous voulez, mais moi je veux la lumière naturelle. Et c'est pour ça que notre projet, il est complètement construit autour de ça. Je crois qu'on pourrait ne pas arrêter tant les interventions étaient intéressantes, mais il est convenable d'arrêter puisque nous y étions engagés et que le temps imparti, Victoire, est terminé. Alors je voudrais en profiter pour, avec Dominique et Jean, en particulier remercier tous les intervenants qui se sont exprimés avec nous et chez nous aujourd'hui. Remercier évidemment nos partenaires. Je les cite encore, Uniconcert, FHP, Norska, Renomed, Vive, Hortus, La Veille, Enoving et les 7. En invitant à nouveau d'autres acteurs à nous rejoindre. L'UC2M a besoin également de soutien et puis d'intelligence partagée. Vous voyez, je crois quand même que la démarche que nous avons eue était la bonne parce que nous avons bien traité tous ensemble le sujet qui était le nôtre, c'est-à-dire de manière à la fois positive, mais aussi avec l'esprit critique, de voir comment notre système de santé peut s'améliorer, peut évoluer, peut se transformer. Et la période, ce que nous disions en commençant cette journée, la période nous oblige effectivement, vous oblige à plaider
pour ce système de santé qui est important pour l'ensemble de la communauté et qui est évidemment important également pour les professionnels. Donc nos débats seront bien entendu ont été filmés, donc seront diffusés, rapportés avec des écrits et portés à tous. Je remercie Victoire, Charlotte, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, Françoise et évidemment Nassim, Emmanuel, Nathan et toute l'équipe de l'Université du changement en médecine UC2M. Je vous invite vraiment à poursuivre les uns et les autres l'intérêt que vous avez à nous suivre et donc nous également à nous faire avancer. Donc nous disons effectivement avec Patrice Dio, que je remercie, il l'a souhaité, que nous mettions ce livre que nous avons écrit exactement jour pour jour il y a un an, devienne un livre en accès libre à partir d'aujourd'hui, donc sur un livre digital sur la plateforme d'édition Calaméo. On a quand même souhaité que vous demandiez, il a été préfacé par Michel Vivorca, et que vous puissiez effectivement nous le demander sur inscription pour ne pas vous l'imposer non plus. Voilà. Merci à tous et à toutes, et puis bon retour.